Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire au cœur de la santé sur Info Télévision. Au cœur de la santé est un programme exclusivement centré sur l'actualité médicale et les pathologies qui affectent notre quotidien. En prélude à la journée mondiale des hépatites célébrée le 28 juillet 2024, nous nous intéressons cet après-midi à ce virus aux différentes formes. Comment reconnaître les hépatites? Comment l'hépatite se transmet-elle? Qui est exposé à l'hépatite? Quelles sont les différentes méthodes de prévention et de traitement des hépatites? Les éléments de réponse avec l'invité qu'on accueille après la petite transition. De retour sur ce plateau, nous accueillons notre invité. Bon après-midi, Dr Marie-Agriane Larissantama. Merci, bon après-midi à vous. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? Je me porte bien, merci. Vous êtes hépatogastro-entérologue, chef du service de médecine à l'hôpital de district d'Onvogada. C'est bien ça. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Madame, Monsieur, docteur, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de lire ce communiqué qui est une urgence. Hôpital de district de Biémassi, un individu non identifié victime d'un accident de la voie publique et dont la photo est jointe a été déposé à l'hôpital de district de Biémassi le 21 juillet à 6h30, admis aux urgences chirurgicales dans un état critique avec pronostic vital engagé. Ce patient a été stabilisé grâce aux soins médicaux chirurgicaux mobilisés par la direction de l'hôpital. Toute personne connaissant ce patient est priée de bien vouloir informer sa famille afin qu'une assistance lui soit apportée. Madame, Monsieur, on se retrouve dans un court instant. Chers téléspectateurs, vous pouvez participer à l'émission via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. L'émission est également retransmise en direct de notre page Facebook Info TV Cameroun. Alors, docteur, comment définir l'hépatite? Alors, littéralement, l'hépatite, c'est l'inflammation du foie. Voilà. Donc, aussi simple que ça. L'inflammation du foie, oui. Quels sont les types d'hépatite? Alors, en fonction de la cause, il existe plusieurs types d'hépatites. On va aller cas par cas. Voilà, notamment celles que nous connaissons un peu plus en Afrique, notamment au Cameroun, les hépatites virales, qui sont dues à des virus alphabétiques A, B, C, D et E. Ensuite, on a des hépatites médicamenteuses, qui sont causées par des médicaments. On a des hépatites toxiques qui peuvent causer par des toxiques, notamment les produits traditionnels. On peut avoir des hépatites alcooliques qui sont liées à la prise chronique d'alcool ou même une prise aiguë, prise d'alcool à risque. Et on a des hépatites métaboliques, donc qui sont liées aux maladies métaboliques, notamment aux maladies de surcharge. On peut avoir de l'obésité qui pourrait entraîner ce qu'on appelle le foie gras. Voilà, c'est aussi une hépatite, un type d'hépatite. Vous avez parlé des médicaments. Quelle sorte de médicaments pour vous conduire à une hépatite? Alors, il existe plusieurs différents médicaments qui peuvent entraîner une hépatite, notamment le plus connu qui est le paracétamol. Il peut être toxique pour le foie et créer une inflammation du foie. On peut également avoir d'autres médicaments comme certains antituberculeux. Et puis bon, la liste est loin d'être exhaustive. D'accord, donc ces médicaments doivent être pris
sur la surveillance d'un médecin. Et puis, le plus important, c'est l'ordonnance médicale, ne pas éviter l'automédication. D'accord. Alors, parmi elles, quelle est la plus grave et la plus contagieuse parmi ces hépatites? Alors, disons que si on va s'appesantir sur les hépatites virales, les hépatites virales sont toutes contagieuses. Donc, toutes, hépatite A, B, C, D, E, elles sont toutes contagieuses. Maintenant, la plus grave, c'est en fonction des complications. Il y a des hépatites, surtout l'hépatite B, l'hépatite C et l'hépatite delta, qui est liée à l'hépatite D, en fait, qu'on appelle D. L'hépatite delta. Voilà, c'est ces 3 hépatites on peut qualifier de graves parce qu'elles entraînent souvent des complications qui sont à terme mortelles. Par contre, l'hépatite A et l'hépatite E, très souvent, c'est asymptomatique ou bien on peut avoir quelques petits symptômes qui ne sont pas graves. D'accord. Qu'est-ce qu'un porteur B inactif? Porteur B inactif, on va dire que ça c'est les anciennes appellations les anciennes classifications. On ne les utilise plus, mais littéralement, il s'agissait à l'époque des patients qui portaient l'antigène du virus de l'hépatite B, qui avaient un test positif et dont la charge virale était vraiment faible et qui n'avaient pas de... Les enzymes du foie n'étaient pas augmentées. Bref, un patient qui littéralement n'a pas de symptômes, qui a une hépatite qui dort en fait, qui ne se multiplie pas ou très peu. Et c'était une hépatite à surveiller, mais il faut noter que la classification elle a évolué, donc on ne parle plus vraiment de portage inactif. D'accord. Comment se manifestent les hépatites? On va commencer par la A. Quels sont les symptômes? Alors, on va dire que les hépatites, il sera difficile de les séparer parce que en gros, elles ont en commun des symptômes communs, c'est-à-dire elles sont très souvent asymptomatiques. Maintenant, lorsqu'il y a des symptômes, on peut avoir un syndrome grippal, notamment petite fièvre, des céphalées, on peut avoir une petite douleur abdominale, parfois une diarrhée et parfois aussi ce qu'on appelle la jaunisse, les yeux jaunes. En termes médicaux, c'est l'ictère. Voilà, c'est commun à toutes les hépatites virales. Maintenant, la particularité, c'est peut-être au niveau de l'hépatite C où on pourra avoir la fatigue en avant. Les patients qui se sentent vraiment fatigués. Et là, c'est caractéristique très souvent de l'hépatite C. Mais sinon, en gros, c'est un syndrome grippal passager et plus ou moins des yeux jaunes, la jaunisse comme on appelle vulgairement. D'accord. Quelles sont les voies de transmission des hépatites? Les voies de transmission des hépatites, on va les distinguer. D'accord. Il y en a qui sont à transmission orofécale, notamment les aliments souillés ou de l'eau sale ou bien des mains mal lavées et tout, d'une mauvaise hygiène des mains. D'abord, on parle, c'est l'hépatite A et l'hépatite E, très souvent. Maintenant, l'hépatite B et l'hépatite C, c'est la transmission sanguine, très souvent, et ça se transmet aussi par les liquides biologiques. Les liquides biologiques comme la salive. Voilà. Et donc, le contact étroit avec une personne infectée, ça peut être la salive, ça peut être la sueur, ça peut être le sang. Voilà. Il y a aussi une forte transmission materno-fœtale, donc in utero, dans l'utérus, ou alors pendant l'accouchement ou pendant l'allaitement, on a des risques de transmission donc de la mère à l'enfant. Il faut noter aussi que les adeptes des salons de coiffure, chez les barbiers, si on a du matériel très peu ou mal désinfecté, c'est un vecteur de transmission aussi. Voilà. Et parmi ces hépatites, lequel se transmet par voie sexuelle? Ça j'ai oublié, oui, il y a la transmission sexuelle aussi, très important, merci. L'hépatite B se transmet par voie sexuelle, l'hépatite C aussi, ainsi que l'hépatite D. Au regard de tout ce que vous venez de dire, docteur, est-ce que nous pouvons dire que les hépatites sont des IST?
On peut le dire dans le sens, mais pas toutes les hépatites, parce qu'il faut déjà nuancer. Il y a hépatite virale et il y a les autres hépatites. Donc si on reste sur l'hépatite virale, pas toutes ne sont pas des IST, notamment l'hépatite A et l'hépatite E qui sont à transmission orofécale, contact étroit. Mais l'hépatite B, oui, on la considère souvent comme une IST, beaucoup plus. Dans une moindre mesure, l'hépatite C, parce que la transmission sexuelle de l'hépatite C n'est pas grande. C'est plus l'hépatite B et l'hépatite D. Il faut noter que l'hépatite D, c'est un virus défectueux. C'est-à-dire qu'il ne peut être présent, il ne peut se développer que dans le sang des patients qui sont infectés par le virus de l'hépatite B. C'est pour cela que communément on n'en fait pas le test. C'est uniquement si le patient a une hépatite B positive qu'on va rechercher aussi une co-infection avec l'hépatite A, l'hépatite D. D'accord. Madame, Monsieur, cher docteur, nous avons parcouru les artères de la ville du Yaoundé afin de recueillir les avis des citoyens sur les connaissances qu'ils ont des hépatites. Leslie Fomena était à la caméra. Regardons. Je ne m'épuise pas. Je connais que l'hépatite B ne se transmet pas à la salive. C'est tout ce que je connais. Ce que je sais de l'hépatite, c'est que l'hépatite se transmet par voie buccale, par voie sexuelle et par voie sanguine. Et il y a 3 types d'hépatite que je connais, l'hépatite A, l'hépatite B et l'hépatite C. Maintenant, généralement, moi je sais généralement que la plus courante, c'est l'hépatite B. Bon, en réalité, n'étant pas déjà professionnel de la santé, je ne peux pas vous dire avec exactitude ce que c'est que l'hépatite, ni encore moins les mouvements liés à cette maladie. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai entendu parler, on nous a parlé d'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C. Mais bon, dire que je peux avoir des détails concernant cette maladie, en toute honnêteté, je vous dis non. J'ai déjà quand même eu une amie qui a été atteinte de l'hépatite. Elle me parlait de l'hépatite C à l'époque et qu'elle était suivie par un centre médical de la place. Bon, mais là, je ne suis pas entré en profondeur puisque dans la plupart des temps, les gens n'aiment pas beaucoup plus quand vous creusez dans leur intimité concernant ces maladies-là. J'ai déjà entendu parler de l'hépatite. Je peux donner quelques points qui peuvent permettre à une personne de choper l'hépatite. On peut choper l'hépatite par les salives, par voie sexuelle non protégée et par des os souillés également. Je sais que c'est un virus qui s'attrape généralement par la salive. Il est très virulent, il est même plus virulent que le VIH. Donc j'ai connu des gens dans ma famille qui en ont souffert, qui souffrent encore actuellement, ils sont sous traitement. Donc voilà un peu ce que je sais à propos. Madame, Monsieur, vous êtes bien en direct de votre émission Au cœur de la santé sur Info Télévision. Vous pouvez participer à l'émission via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Je me ferai un plaisir de lire tous vos messages. Alors, docteur, vous avez écouté la voix des citoyens camerounais. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Niveau information, information n'est pas mauvais. D'accord. Alors, comment évolue l'hépatite C? Alors, l'hépatite C, on a une histoire naturelle, c'est-à-dire que on peut contacter l'hépatite C dans sa jeunesse, et puis elle évolue à bas bruit pendant des décennies dans l'organisme. Et c'est très souvent, malheureusement, quand il y a la survenue de complications, des complications qu'on pose le diagnostic, qu'on recherche, mais qu'est-ce qui a causé l'hépatite C? Et à ce moment, on fait un test de dépistage qui revient positif. Donc très souvent, c'est une hépatite qui évolue à bas bruit. Et on n'a très souvent pas d'hépatite C aiguë. C'est-à-dire qu'en aigu, ça passe toujours inaperçu, presque toujours inaperçu, quasiment inaperçu. Et c'est malheureusement quand le patient a déjà un certain âge. Un certain âge, c'est quel âge? C'est-à-dire, à l'époque,
dans la soixantaine, hein, cinquantaine, soixantaine. Mais avec le temps et avec les dépistages, on commence déjà à trouver des hépatites C chez des jeunes. Mais il faut dire que c'est pas courant. C'est plus vers la soixantaine, ou quand un patient présente déjà une complication telle qu'une cirrhose. Cirrhose du foie. Oui, c'est à ce moment-là qu'on fait des tests et on trouve que c'était une hépatite chronique. Mais l'hépatite C, le patient garde le virus qui se chronicise. Il faut noter que pour dire qu'un patient a une hépatite C chronique, il faut qu'il ait gardé l'anticorps de l'hépatite C dans son sang pendant plus de 6 mois. Donc après 6 mois, il a toujours un test positif et puis il est calme. Et très souvent, on a une fatigue vers la cinquantaine, la soixantaine, on se plaint de fatigue. Et puis quand on va faire un test on va voir un médecin, oui, qui fait un bilan de santé et qui se rend compte qu'il y a une hépatite C qui est positive. Ça, c'est pour les plus chanceux. Mais pour les autres, c'est quand il y a déjà des complications, c'est à ce moment-là qu'on fait le test. Et on se rend compte que c'était une hépatite C. Maintenant, l'évolution, c'est comme on a dit, hein, on contacte l'hépatite C, peut-être dans la jeunesse, et puis elle évolue à bas bruit. Et puis il y a 90% hein, qui vont passer à l'hépatite chronique, à peu près, pendant que 10% peuvent ne pas y arriver. Et lorsqu'ils arrivent, avec le temps, si on n'a pas dépisté à temps, si on n'a pas pris en charge, on a 90% vont développer quasiment tous une cirrhose. Avec ses complications propres. Et cette cirrhose, sachant que la cirrhose est une lésion précancéreuse, c'est-à-dire que parmi ceux qui font la cirrhose, il y a un pourcentage qui va faire un cancer du foie. Voilà. Donc c'est en gros l'histoire, l'évolution de l'hépatite C. Alors quand l'hépatite B devient-elle grave? L'hépatite B, moi je pourrais dire que l'hépatite B est déjà grave. Elle est déjà grave. Oui, moi, si j'ai en face de moi un patient qui a un test d'hépatite B positif, c'est vrai que là, sur le coup, c'est pas grave, mais quand on regarde les complications, si rien n'est fait, moi, je préfère déjà me dire que c'est déjà grave et il faut se comporter comme si on était en face de quelque chose de grave et voilà, et agir en conséquence. Mais elle va devenir grave lorsque on peut avoir une hépatite aiguë, hein, l'hépatite aiguë B qui est grave, avec une insuffisance hépatique, avec la cascade de la coagulation qui est altérée, parfois même avec une altération de la conscience. C'est-à-dire le patient perd connaissance parce que les fonctions du foie sont altérées. Là, c'est une hépatite aiguë qui peut être vraiment grave, voilà, qui est parfois atteinte mortelle. Et très souvent, le traitement, parfois, il faut faire une transplantation hépatique. Maintenant, dans l'hépatite, elle peut passer à l'hépatite chronique. Et cette hépatite chronique peut évoluer à bas bruit. Hein. Et puis, c'est uniquement quand il y a apparition des complications que l'on la découvre. Voilà. Mais chez le sujet jeune, chez le noir, du sexe masculin, parfois, malheureusement, on a la forme foudroyante de l'hépatite chronique. C'est-à-dire quand on va découvrir la mi-trentaine, fin trentaine, début quarantaine, le patient a déjà un cancer du foie alors qu'il semblait aller bien quelques mois avant. Donc c'est la forme foudroyante du sujet jeune, le noir. Voilà. Et il y a aussi la cirrhose. Et bien évidemment, le cancer, la cirrhose étant une lésion précancéreuse, mais il faut noter que l'hépatite B est cancérigène directe, c'est-à-dire je peux avoir une hépatite B et passer directement à un cancer du foie sans passer par la cirrhose. Sans passer par la cirrhose. Différent de l'hépatite C, qu'on passe par la cirrhose du foie. Voilà, généralement. C'est vrai qu'il y a des exceptions, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Voilà, c'est décrit dans la littérature qu'il pourrait y avoir des cas de cancer du foie sans passer par la cirrhose en cas d'hépatite C, mais c'est exceptionnel. Par contre, dans l'hépatite B, c'est plus fréquent. Et c'est pour cela que je dis, pour moi, une hépatite B est d'emblée grave. On ne doit pas la négliger. D'accord. Bien que l'hépatite A ne cause de dommages au foie à long terme, qu'est-ce qui peut favoriser les complications?
Alors, concernant l'hépatite A, comme vous l'avez si bien dit, elle n'est pas très souvent, Oui. voilà, mais par contre, on peut avoir, il y a des cas où on est associé à une immunodépression au VIH, on peut avoir des complications. C'est la question qui devait suivre effectivement parce qu'une personne qui souffre d'hépatite, parfois on associe ça au VIH. On dit que ça va de... Bon, pour les personnes, les citoyens lambda, ils disent que ça va de pair. Bon, disons que ça va pas de pair, mais c'est les modes de transmission similaires. Alors, lorsque un patient est infecté par l'hépatite B, l'hépatite C, surtout la voie sexuelle, il faut la transmission sexuelle, il faut faire le bilan IST, notamment le VIH et les autres hépatites et les syphilis, bref, le bilan des IST. Et si c'est positif, on a beaucoup de cas de co-infection de VIH et d'hépatite B, VIH, hépatite C, parfois même hépatite B et hépatite C, hépatite B, hépatite D, hépatite C. Donc c'est vraiment, on peut se trouver chez un même patient du fait de la similarité de modes de transmission. Voilà, donc c'est pour cela que très souvent on peut les retrouver. Et il faut noter que lorsqu'il y a ces co-infections, les lésions hépatiques apparaissent très souvent plus rapidement et elles sont souvent plus sévères. D'accord. On va lire les messages de nos téléspectateurs pour permettre à Dr Nthiama de souffler un peu. Merci. Ok, on va commencer du côté de WhatsApp. Bonsoir, madame, s'il vous plaît. Est-ce qu'une personne atteinte d'hépatite B peut faire croissant sans faire la maladie Charles? C'est Charles qui nous envoie ce message. Merci Charles pour la question. La personne atteinte d'hépatite B peut faire 3 ans et même plus sans faire la maladie, sans symptômes. C'est-à-dire que... Comme c'est une affection silencieuse. Elle est silencieuse et puis c'est lors d'un dépistage volontaire ou lorsque le patient veut donner du sang, c'est là où veut faire un don de sang, c'est à ce moment qu'on peut faire des dépistages, on découvre qu'il est infecté et puis à ce moment-là, on le découvre. Mais sinon, ça peut bel et bien évoluer à bas bruit, 3 ans, 10 ans, et c'est lorsqu'on a la survenue de complications qu'on pose le diagnostic malheureusement. D'accord. On va lire ce message qui nous vient du plus 27. Bonjour Ange-Marie Autouf et à ton invité. Je m'appelle Laurent, je suis camerounais, je réside en Afrique du Sud. J'aime beaucoup votre émission qui vise à sensibiliser les populations. Pour la thématique, mes 2 parents sont décédés de suite des hépatites, maman en 2018 et papa en 2020. S'il vous plaît, docteur Nthiama, l'hépatite est héréditaire? Non, l'hépatite, je ne dirais pas. L'hépatite n'est pas héréditaire. C'est la contagion, c'est les modes de transmission. Les modes de transmission. Voilà, notamment un enfant qui naît d'une maman qui a l'hépatite B et qui ne s'est pas fait suivre pendant sa grossesse pour prévenir la transmission mère et enfant, va bel et bien, malheureusement, 90%, il y a 90% de chances que l'enfant naisse. Et avec qu'il y ait une transmission in utero, dans l'utérus, ou alors pendant l'accouchement ou pendant l'allaitement. Voilà, ou dans la petite enfance, si on a une maman ou bien même une nounou, bref, dans l'entourage. Dans l'entourage de l'enfant. Voilà, quelqu'un qui est infecté par le virus et qui partage peut-être les restes de pain, une cuillère, parce qu'il y a une forte transmission par la salive. Voilà, donc je ne dirais pas qu'elle est héréditaire, mais c'est la contagiosité. C'est-à-dire papa ou maman a transmis. Parce qu'il a dit sa maman est décédée en 2018 et son papa en 2020. Oui. Donc ça veut dire que lui-même, il peut avoir déjà ce virus dans le corps. Comme vous dites qu'il est silencieux, le virus. Ça dépend. Ça dépend. Si c'est la transmission dans la petite enfance ou à la naissance, très souvent à l'adolescence ou bien en début de l'âge adulte, le patient a déjà des complications telles que la cirrhose ou le cancer. Donc il est difficile qu'il y ait eu une transmission dans l'enfance et que le patient atteigne l'âge adulte
Mais la transmission peut aussi avoir lieu si on s'occupe de sa maman qui est malade, on manque plus ses vêtements et tout avec ça, ses liquides biologiques, en contact étroit avec du sang, avec sa salive ou bien des objets contondants. Il est possible, lorsque on s'occupe d'un parent qui est malade, d'être infecté aussi à son tour. D'accord. Mais héréditaire, non. Non, l'hépatite n'est pas héréditaire. Notons que hérédité, c'est vraiment transmission génétique. Génétique, non? Voilà, d'un parent à un autre, d'une génération à une autre. D'une génération à une autre, d'accord. On va lire ce message qui nous vient du plus 225. Ange-Marie Autour, Dr Chama, vous êtes tellement belles toutes les deux. Merci, c'est gentil. Votre plus belle beauté est votre intelligence que vous partagez en ce moment aux personnes comme moi qui vous regardent. Bonne émission, Daouda depuis Abidjan. Merci Daouda. Bonjour à la belle famille à Côte d'Ivoire. Bon après-midi Ange-Marie, Dr Chama, s'il vous plaît. Quel est le coût du vaccin contre l'hépatite au Cameroun? Et est-ce qu'une fois qu'on l'a fait, on est immunisé contre cette maladie? Bernard et Somba depuis Mbalmayo. On y reviendra lorsqu'on parlera de traitement. On y reviendra, on reviendra sur ce message. On va lire cet autre message. Le vaccin contre l'hépatite est-il un moyen sûr d'être immunisé contre ces maladies? Karine depuis Efoulane. On y reviendra également. Bonjour, c'est Diane de Yaoundé. Étant enceinte, on fait des examens, on découvre que j'ai l'hépatite, mais je ne fais pas la maladie. Je veux savoir quoi faire pour prendre un traitement. Lors de l'accouchement, on injecte mon enfant le vaccin. J'ai allaité. Est-ce que cela dérange? Je peux reprendre ce message. C'est vrai qu'elle a beaucoup abrégé. Vous avez compris ce qu'elle voulait dire? J'ai compris ce qu'elle voulait dire. Et bon, si j'ai des doutes, je vais vous revenir. Alors, elle touche du doigt la transmission de la mère à l'enfant, la prévention de la transmission de la mère à l'enfant de l'hépatite virale B. Alors, effectivement, il est recommandé, on fait le test. On fait le test de dépistage aux femmes enceintes. Et lorsque le test s'avère positif, l'idéal, c'est de diriger la patiente, la femme enceinte, vers un spécialiste, hépatogastro-entérologue, parce qu'il y a des examens qu'il faut faire déjà pour confirmer l'infection, c'est-à-dire notamment la charge virale. Et puis, il y a d'autres examens pour voir quel est l'aspect du foie au moment du diagnostic. Et à partir de la 20e semaine de grossesse, en fonction du taux de la charge virale, il est recommandé de donner déjà un traitement à la maman pour diminuer la quantité de virus et donc diminuer vraiment la quantité de virus dans son sang. Et cela permettra d'aller avec succès vers une prévention de la transmission. Et à la naissance, effectivement, c'est très bien. Il faut faire une injection, 2 injections à 2 endroits distincts au nouveau-né dans les 12 heures suivant son accouchement. Et là, c'est une dose de sérum anti-hépatite B et puis une dose de vaccin. Et par la suite, la maman, dans tous les cas, elle continue de prendre son traitement. Et à la suite de cette injection au nouveau-né, la maman doit continuer à suivre le programme de vaccination parce que dans le programme élargi de vaccination au Cameroun, il y a gratuitement le vaccin contre l'hépatite B. Alors quand le bébé a eu à être injecté à la naissance et que la maman aide le bébé à suivre ce programme de vaccination, et voilà, avec succès, le bébé, à la fin, à 9 mois, on va faire un test au bébé et puis on verra si la prévention de la transmission a été correcte. Et par rapport à la maman, comme c'était sa question, elle doit prendre le traitement jusqu'à au moins 12 semaines après l'accouchement. Et puis en fonction de son état de santé avant l'accouchement, c'est-à-dire au moment du diagnostic, est-ce qu'elle était déjà, parce qu'il y a des critères de mise sous traitement, est-ce qu'elle était déjà éligible au traitement ou pas? Est-ce que le traitement c'est uniquement pour la transmission de la mère à l'enfant ou alors c'est déjà pour prendre en charge la mère? Mais dans le cas où c'est uniquement pour la prévention de la transmission, à la 12e semaine après l'accouchement, la maman arrête le traitement
Et puis, il faut qu'elle vienne rencontrer le gastro-entérologue pour la suite de la prise en charge. Parce que ce n'est pas parce qu'elle a accouché que le virus s'en va. Moi, j'aime dire, on prend toujours soin du bébé quand il faut prévenir la transmission. Oui. Mais on oublie la maman. Pourtant, ce bébé, il sera difficile pour lui de survivre sur cette terre si sa maman décède des suites d'hépatite virale B. Alors, il est très important pour la maman, lorsqu'elle a fait injecter son bébé, ce qui est déjà bien, lorsqu'elle a fait des examens et qu'elle a suivi jusqu'au bout, jusqu'à ce que son enfant soit déclaré négatif, il faut qu'elle vienne rencontrer le gastro-entérologue pour la suite de sa prise en charge. D'accord. On va dire cet autre message. Bonsoir mesdames, j'ai une préoccupation. Mes sœurs et mon époux ont l'hépatite B. J'ai même déjà plusieurs fois partagé des habits avec elles. Lorsque j'ai appris qu'ils étaient atteints, j'ai fait mon dépistage plusieurs fois pendant 3 ans, mais c'est négatif. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Bonsoir, mesdames. J'ai une préoccupation. Mes sœurs et mon époux ont l'hépatite B. J'ai même déjà plusieurs fois partagé des habits avec elles. Lorsque j'ai appris qu'ils étaient atteints, j'ai fait mon dépistage plusieurs fois pendant 3 ans, mais c'est négatif. Qu'est-ce qui explique cela? Alors, pendant 3 ans, elle a fait son dépistage, c'est négatif. Son époux et ses sœurs sont atteints de l'hépatite B. Elle ne comprend pas pourquoi est-ce qu'elle échappe encore à ce virus. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'est pas certain qu'elle ait échappé au virus. Comme on l'a dit, dans l'histoire naturelle de l'hépatite B, 90% d'adultes qui sont atteints du virus guérissent spontanément. Il n'y a que 10% qui passent à la forme chronique. Donc, elle a pu très bien faire partie des 90% qui ont guéri spontanément, qui ont été contaminés par le virus, mais dont l'immunité a agi et qui a éliminé la maladie. Ce qu'il faut savoir, c'est c'est pas uniquement, dans ces cas de figure, il ne s'agit pas uniquement de faire le test de dépistage comme tout le monde. Lorsqu'on est négatif, il y a d'autres examens que le spécialiste il va prescrire pour détecter si effectivement elle a été en contact avec le virus et qu'elle a guéri spontanément. Et si en plus de ça, elle a gardé l'immunité, c'est-à-dire un peu comme une vaccination, liée au fait qu'elle ait été en contact avec le virus ou pas. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra dire si effectivement elle a été en contact ou non avec le virus. Mais il faut savoir que dans ces cas de figure, elle peut très bien développer ce qu'on appelle une hépatite occulte. C'est-à-dire qu'elle fait des complications de la maladie alors qu'elle a un test négatif. Parce que le foie, le virus a eu le temps de laisser des marques au niveau du foie, l'ADN du virus et au niveau des cellules hépatiques, et avec une baisse de l'immunité ou bien une co-infection avec le VIH ou bien autre chose, il se développe, cet ADN se développe et crée des complications. Donc on peut très bien avoir une patiente ou un patient qui a tous les symptômes du foie, mais qui a des tests usuel négatif, qui ne prend pas d'alcool, qui ne prend pas de produits traditionnels ou autres qui pourraient expliquer une hépatite. Alors on repart tester et on se rend compte qu'en fait, elle a été en contact avec le virus et elle a guéri spontanément. Mais elle a pu développer des complications. C'est pour cela qu'il est très important, lorsqu'on est dans ces cas de figure de ces dames, de faire son test et s'il est négatif, de se rapprocher du spécialiste pour faire des examens complémentaires et si possible, la vaccination après ces résultats. D'accord. On va prendre une petite transition, fidèles téléspectateurs, et on revient juste après pour la prévention et le traitement. Madame, Monsieur, vous êtes bien en direct de votre émission Au cœur de la santé sur Info Télévision.
Vous pouvez réagir via le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. On se fera un plaisir de lire vos messages. Oh là là, les messages pleuvent. On va continuer avec la lecture des messages. Bonsoir Madame Otou et Docteur Chama. Vous êtes toutes belles, s'il vous plaît. J'ai un souci. Mon oncle âgé de 45 ans souffre de l'hépatite C depuis un bon moment. Il n'arrête pas de maigrir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut soigner? Si oui, quel est le traitement à faire? Michel, depuis Yaoundé, son oncle souffre d'hépatite C. Donc, on va revenir lorsqu'on parlera du traitement tout à l'heure. D'accord, on va lire cet autre message du côté de WhatsApp. Bonsoir, est-il possible d'avoir l'hépatite B et se soigner exclusivement à l'indigène? J'ai mon frère qui avait déjà les yeux et urine complètement jaunes à l'hôpital. Il était positif à l'hépatite B, mais on l'a soigné à l'indigène depuis 2018. Depuis, il va très bien visiblement. L'hépatite se soigne à l'indigène? Non. Depuis 2018, son frère se porte bien. Il n'a pas signé le message, mais bon. Non. Très bien. J'ai aimé la fin, visiblement. Visiblement, oui. Visiblement. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on a des symptômes, on a dit au début que c'est lorsque c'est en aigu qu'on pourrait avoir des yeux jaunes. Et puis les yeux jaunes, comme on appelle jaunisse, ça guérit spontanément. Que vous ayez donné des produits traditionnels ou non, le malade guérit spontanément. D'accord. Et puis s'il garde la forme chronique qui est silencieuse. Et après, bonjour les complications. Et pire, je ne vais pas aller contre les produits de la pharmacopée traditionnelle africaine. Je pense que les progrès peuvent se faire de ce côté-là et puis peuvent avoir avancé. Mais jusqu'ici, non. Tous les patients que nous recevons, ça pose déjà le problème d'itinéraire thérapeutique. Parce que les patients qui ont l'hépatite B, l'hépatite C, très souvent, ils arrivent à la fin. C'est-à-dire qu'ils ont vu tous les nganga, tous les produits traditionnels. Ils ont eu une jaunisse qu'on a Ils arrivent quand la maladie est déjà irréversible. La maladie c'est déjà très avancé. Et très souvent, même ces produits traditionnels, comme on a dit, créent des hépatites toxiques. Voilà, donc ça aggrave très souvent les lésions hépatiques. Et voilà, ça accélère plutôt. Ça a tendance à plutôt accélérer la survenue de complications. Alors, le conseil, c'est non. Le cas de figure de son oncle, c'est ça. Oui. Il est très important. Depuis 2018. Il est très urgent qu'il prenne attache avec un service de gastro-entérologie pour une consultation et pour un suivi. Parce qu'il peut s'endormir et puis quand il se réveille, il est trop tard. Il est trop tard, ok. Bonsoir à vous. J'aimerais savoir si une personne qui a la cirrhose de foie a d'abord eu l'hépatite ou bien on est atteint de la cirrhose de foie autrement. J'aurais le Mojo depuis Obamongola. Oui, c'est une très belle question. Et il y a plusieurs causes de la cirrhose du foie. C'est-à-dire, on peut avoir des causes virales, notamment comme on a parlé, hépatite B, hépatite C. Maintenant, il y a des causes auto-immunes. Là, c'est tout un autre chapitre, la cirrhose. Mais si on reste littéralement sur les hépatites virales, oui, les hépatites virales entraînent une cirrhose. Mais il y a d'autres causes de la cirrhose. On peut très bien avoir une cirrhose sans avoir un test d'hépatite positive. Hépatite virale positive. L'alcool peut entraîner une cirrhose. C'est un facteur de risque. Voilà, de cirrhose. Oui, parce que ça entraîne une hépatite, une inflammation du foie. La cirrhose étant la cicatrisation de cette inflammation. C'est-à-dire que le foie a été inflammé soit par un virus, soit par de l'alcool, soit par la graisse ou tout autre ou les produits traditionnels. Et vous savez, quand on a une inflammation, il y a toujours un tissu cicatriciel. Et le tissu cicatriciel, l'accumulation, c'est-à-dire que en fonction du pourcentage de cicatrices qu'on appelle fibrose, c'est ça, plus le taux de fibrose est grand, plus on se rapproche de la cirrhose. D'accord. Voilà. On va continuer à lire les messages tout à l'heure, fidèles téléspectateurs, mais là, on part avec le traitement, la prévention. Où aller en cas d'infection?
Un cas d'infection, il faut se rendre déjà à l'hôpital. Il faut éviter de suivre des itinéraires thérapeutiques parallèles. Voilà, il faut éviter la pharmacopée traditionnelle. Il faut se rendre à l'hôpital parce qu'il existe bel et bien des traitements. Il existe une prise en charge adéquate des hépatites virales qui permet de guérir dans un cas de figure et de prévenir les complications aussi dans l'autre cas de figure. Donc il faut se rendre à l'hôpital et rencontrer déjà peut-être le médecin généraliste si on est dans un endroit où on ne peut pas avoir accès à un spécialiste. Mais sinon l'idéal, et surtout au Cameroun, on a des centres agréés de traitement contre les hépatites virales. Il faut s'y rendre et sinon rencontrer déjà un hépato-gastro-entérologue. L'État qui veut que les spécialistes soient proches des populations, dans les hôpitaux de district, dans les centres médicaux d'arrondissement, on commence à trouver des spécialistes. D'accord. Alors, que faire en cas d'infection, puisqu'on sait ça se transmet par la salive, par la sueur. Ok, si je suis déjà infectée, qu'est-ce que je dois faire pour l'environnement, pour les personnes qui sont autour de moi? Pour les personnes qui sont autour de soi, quand on est déjà infecté par le virus, il faut déjà faire le dépistage de tout le monde. C'est-à-dire tout notre entourage doit se faire dépister et ceux qui sont positifs au virus doivent se rendre chez le spécialiste. Et ceux qui sont négatifs doivent se faire vacciner. Ça, c'est d'un. De deux, il faut savoir qu'on est contagieux. Alors, dans ce cas, il faut garder pour soi, utiliser de façon, un usage personnel des objets contondants, de sa brosse à dents, et puis vraiment protéger les autres. Parce qu'on est contagieux. Les rapports sexuels doivent être protégés le cas échéant. Et l'idéal, c'est que le partenaire sexuel soit vacciné. Parce que le vaccin protège à 1000% contre les hépatites virales B. Est-ce que ça veut dire qu'on doit isoler la personne qui est atteinte? Non, on ne doit pas isoler. On le met dans une sorte... il entre dans une sorte on va dire ça comment, de salle, dans un confinement? Non, pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas lieu d'isoler le malade. C'est le malade qui doit savoir que de par sa salive, il est contagieux. De par sa sueur, il est contagieux. Donc, il doit juste protéger les autres de façon très discrète. Et puis, voilà, ne pas manger dans le même plat, par exemple, parce que la salive... Et c'est tellement fréquent, sans vous couper, docteur, manger dans le même plat. Vous allez voir des mamans, elle prend la cuillère et met dans sa bouche. Elle prend la même cuillère et met dans la bouche de l'enfant. Oui, c'est là qu'il y a des transmissions de la petite enfance et tout. Voilà, donc il faut vraiment... C'est pour cela que la meilleure des manières de protéger l'entourage, c'est de faire le test, le dépistage de tout, de d'accepter la maladie. Voilà, de faire le test de l'entourage et de faire vacciner tout le monde. D'accord. Quelles sont les modalités de prise en charge au Cameroun? Alors, au Cameroun, il existe... des modalités de prise en charge qui sont codifiées. Lorsqu'on on est testé positif à une hépatite B ou une hépatite virale. B, c'est notamment le cas, c'est de ça que nous parlons, qui crée des complications. Alors, il faut se rendre dans un centre où il y a un spécialiste de la prise en charge des hépatites. Et il faut savoir qu'il y a certains tests qui vont être demandés pour la confirmation de l'infection. Et lorsque ces tests révèlent qu'on est vraiment positif à l'hépatite B, ou à l'hépatite B déjà, on commence par là, il faut savoir qu'il y a des traitements subventionnés déjà par l'État. C'est-à-dire quoi? Il y a des antiviraux dont le premier but est de prévenir la survenue de complications et de limiter couper la chaîne de contagiosité, c'est-à-dire rendre le virus indétectable dans l'organisme du malade pour prévenir ces complications et éviter la contagion, interrompre la chaîne de transmission. Et dans certains centres de traitement agréés, ces antiviraux on les retrouve à moindre coût, voilà, qui sont subventionnés par l'État. Ça, c'est pour l'hépatite B. Et il faut savoir qu'il faut un suivi
un suivi, il faut respecter le calendrier des rendez-vous. Les rendez-vous, oui. Voilà, c'est pas parce qu'on va dire, vous avez parlé tout à l'heure de porteurs inactifs, c'est pas parce on se sait porteur inactif qu'on doit arrêter de se faire suivre. Il y a des examens complémentaires qu'il faut faire de temps en temps, parce que si vous êtes inactif, à quel moment est-ce que le virus s'active? Comment est-ce que vous faites pour savoir que le virus s'active? Voilà, donc, voilà, il faut toujours faire des tests. Et puis ceux qui sont actifs, comme vous dites, on les prend en charge à moindre coût dans les hôpitaux, dans les centres de traitement agréés. Et parfois même, il y a des molécules qu'on prescrit et qu'on retrouve en pharmacie. Notamment, c'est le ténofovir, non, qui aide à la prise en charge des hépatites. Vous avez parlé des antirétroviraux. C'est antiviraux. Antiviraux. Oui. Antiviraux. Parce qu'antirétroviraux, on va penser que c'est le VIH. Ok, souvent, la précision était nécessaire. voilà, les malades ne sont pas toujours, on n'est pas toujours très confortable avec ça, mais c'est des antiviraux. Voilà. Maintenant, concernant l'hépatite C, il y a une prise en charge, on guérit de l'hépatite C. Depuis une décennie déjà, les recherches, les laboratoires ont mis sur pied un médicament qui permet de guérir complètement de l'hépatite C. Et voilà, ce médicament au Cameroun, il est subventionné. Par l'État? Voilà, par l'État. Il faut savoir que c'est déjà des médicaments qui coûtent hyper cher, notamment dans le monde entier. Une seule boîte de médicaments coûte 1 million. Oh là là. Et ça permet de faire juste 1 mois de traitement. Et très souvent, en moyenne, c'est 3 mois de traitement en fonction du stade évolutif de la maladie. Donc, l'État camerounais, nous saluons les efforts de nos maîtres et de tous ceux qui ont aidé et œuvré pour la lutte contre les hépatites virales, pour que cette subvention puisse être effective. Alors, l'État subventionne à hauteur de 90%. Donc très souvent, un médicament qui coûte 1 million, 90%, c'est autour de 100 000 autour de 100 000 francs. Voilà, un peu plus ou un peu moins en fonction de la molécule. La molécule. Voilà, mais c'est 90%. L'État porte 90%. Donc même bien que le coût soit 100 000 francs, c'est pas rien pour le Camerounais moyen. Oui. Mais il faut qu'il sache que l'État fait beaucoup d'efforts et qu'il n'a pas le droit de ne pas se faire soigner, parce que en amont, l'État a déjà tout fait. Voilà, donc il y a un traitement de l'hépatite virale C, on guérit de l'hépatite C et c'est dommage de ne pas en bénéficier quand on est Camerounais. D'accord. Quelles sont les formes de prévention primaire, secondaire, tertiaire? Alors, il faut déjà dire que pour le téléspectateur, la prévention primaire, c'est toutes les mesures, les différentes mesures qu'on met sur pied pour éviter d'être infecté par le virus. Alors, elle lui a plusieurs niveaux. En fonction du mode de transmission, on a déjà en première ligne la vaccination. C'est-à-dire chaque Camerounais, chaque être humain doit faire son test de dépistage. Il est négatif, il fait vacciner. Il fait 3 doses de vaccin. Tout à l'heure, il y a un testateur qui a demandé quel était le coût au Cameroun. Oui. Il faut dire que ces 3 doses de vaccin, et il faut respecter les calendriers, voilà, les rendez-vous. Et c'est autour de 7 000 francs la dose. Je peux dire sans me tromper, peut-être un peu plus ou un peu moins de 7 000 francs la dose. Donc avec 21 000 par là, on complète la vaccination. Et le plus important, il faut savoir, c'est que si on a fait 1 dose sur 3, on n'est pas immunisé. Si on a fait 2 doses sur 3, on n'est pas protégé. Il faut faire les 3 doses. Voilà, pour être immunisé. Et il est important aussi, après 10 ans, de quand même faire un test pour savoir si on est toujours protégé ou s'il ne faut pas donner une dose de rappel. D'accord. Et concernant toujours cette prévention primaire, ça c'était pour l'hépatite B et un vaccin. Il y a aussi la prévention de la transmission mère et enfant. Donc toutes les mesures mises en place pour que l'enfant ne naisse pas avec le virus. On en a parlé tout à l'heure. Oui. Je ne pense pas qu'il faille revenir dessus. Vous avez été clair. Voilà. Concernant toujours la prévention primaire, on a vous savez, le virus. Les virus sont aussi transmis par les produits sanguins et les dérivés. Donc on a oublié ça. C'est de ma faute. J'ai omis d'en parler tout à l'heure quand on parlait des modes de transmission.
on fait le testing de tous les produits sanguins pour prévenir la transmission lors des actes médicaux, lors des transfusions sanguines. Voilà, il faut désinfecter. La désinfection dans les salons de coiffure, chez les barbiers, il faut désinfecter dans les hôpitaux. Voilà. Et puis les rapports sexuels protégés. Voilà. La prévention secondaire, lorsqu'on a déjà le virus de l'hépatite B, il faut prévenir les complications, la survenue de complications. Et c'est comme on disait tout à l'heure, il faut revenir à l'hôpital lorsqu'on est positif à des hépatites pour une prise en charge adéquate. Concernant la prévention tertiaire, c'est-à-dire lorsqu'on est déjà en face de complications, alors il faut les prendre en charge. Il faut les prendre en charge. Si on a déjà une cirrhose, c'est la prise en charge de la cirrhose. Sinon, on va vers la mort en fait. D'accord, nous devons mettre la clé sous le paillasson. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. C'est vrai, les messages ne font qu'arriver. On n'a plus le temps de les lire, mais voilà, le débat se poursuit sur le numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Le médecin, le docteur Nthiama, se fera un plaisir de pouvoir vous aider. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie des programmes d'info-télévision qui se poursuivent. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 15h. Docteur, ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, plaisir partagé. Et comme j'ai coutume de le dire, fidèles téléspectateurs, la santé, c'est comme la richesse. Il ne suffit pas de l'avoir, il faut la conserver. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. À mardi prochain.